Je m'appelle Guillaume Ebelman, je suis investisseur immobilier professionnel et je vous ai préparé une masterclass de plusieurs heures qui explique toutes les différents types d'investissements immobiliers possibles, avec les avantages, les inconvénients, les risques et énormément d'exemples et d'anecdotes de mon parcours personnel et de celui de mes associés pour pouvoir vous éclairer sur qu'est-ce qui serait potentiellement intéressant pour vous à mettre en place comme stratégie. J'ai ensuite donc séparé ça en 10 étapes et ce que je vous propose, c'est des vidéos plus courtes, chacune avec une étape. Il est maintenant temps d'aborder la septième stratégie d'investissement immobilier. Et là, celle-là, je suis à peu près sûr que l'extrême majorité d'entre vous n'en a même jamais entendu parler, et pourtant moi, je l'adore. Elle est vraiment extrêmement intéressante, et ça s'appelle l'amphithéose. Je ne pense pas que ce terme vous parle. L'amphithéose, c'est quoi? C'est le fait de mettre en place un bail amphithéotique. Un bail amphithéotique, c'est quoi? C'est une collectivité publique qui va mettre à disposition pour une durée longue un bien exceptionnel à un exploitant qui va s'engager à l'utiliser selon une méthode d'usage définie par la collectivité. Je reprends tout ça. Je vais vous donner un exemple concret. Vous êtes la municipalité d'une ville moyenne de province dans lequel un nouveau lycée a été construit. L'ancien lycée est un bâtiment patrimonial exceptionnel, incroyable, en cœur de ville. Sauf qu'il a été abandonné parce que il est vétuste, les travaux de rénovation énergétique seraient beaucoup trop coûteux, et il est trop petit. Parce qu'entre-temps, la population a grandi, et donc vous avez besoin de plus de salles de classe. Le nouveau lycée est là, mais l'ancien, vous en faites quoi? Vous pouvez revendre le bien, mais vous dites oui, mais si je le revends, derrière, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et je ne vais pas avoir le contrôle de ce qui va être fait dans ce bâtiment. Il est en cœur de ville, patrimoine remarquable potentiellement, hein, ou bien exceptionnel. Donc j'ai pas tellement envie qu'il soit dérivé en quelque chose qui ne me convient pas. Donc du coup, ce que je vais faire, plutôt que de le vendre, je vais le louer. Mais je vais le louer à quelqu'un qui va assumer le fait de réaliser les travaux nécessaires à l'intérieur et de l'exploiter selon la manière que moi j'aurais définie. Donc si vous êtes, par exemple, avec votre lycée, de dire: «Bah, moi, là, dans cette commune, je pense qu'il faut, plus de logements pour seniors». Donc je vais trouver un exploitant qui va accepter de louer sur une période très longue ce bien, y faire les travaux et le transformer en logement pour seniors. Parce que moi, collectivité, j'ai pas les ressources pour faire cette transformation. Et puis peut-être que je peux considérer que c'est pas mon rôle de faire tout ce genre d'investissement immobilier et que c'est l'argent des impôts de tout le monde et que j'ai peut-être meilleure chose à faire avec. Et donc dans ce cas-là, vous allez faire un bail amphithéotique. Donc il n'y a que l'État qui peut faire ça, l'État et ses collectivités, etc., ses opérateurs divers et variés. Et donc ces baux, ils vont être extrêmement longs. Généralement, ils vont de 18 à 99 ans. Pourquoi ils sont longs? Parce que comme l'exploitant va s'engager à faire des travaux dedans, bah, il faut qu'il s'y retrouve. Parce que si vous arrivez, on vous loue un bien, là, sinon vous tombez dans la sous-location, quoi. C'est-à-dire que on vous loue un bien, et puis derrière, vous faites des travaux, et puis au bout de 2 ans, on vous dit salut, t'es gentil, mais juste on va récupérer le bien, ben c'est bien. Vous avez financé les travaux, et puis vous n'avez rien, quoi. Donc l'idée, c'est que la durée du bail soit suffisamment longue pour amortir le coût des travaux et intéresser un opérateur économique. Ça veut dire qu'il faut qu'il ait généré suffisamment de rendement pendant cette période-là pour justifier qu'il fasse le projet, tout simplement, qu'il s'y intéresse. Et donc, si je reprends l'exemple de lycée, bah, ça va être de trouver donc quelqu'un qui va accepter de faire tout ça. Les travaux de transformation, de rénovation énergétique, etc. Et qui va faire en sorte de remplir ça de logements adaptés aux seniors. Et donc, pour la collectivité, c'est intéressant parce que ça permet d'orienter l'usage futur du bien tout en gardant euh, sa propriété. Et puis pour l'exploitant, bah, ça évite de financer au point de départ le bien. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on parle toujours de biens exceptionnels.
Donc on peut se retrouver, là je donnais l'exemple d'un lycée, donc c'est un cas très concret que j'ai en tête, ça pourrait être un château aussi. Ça pourrait être un camping, ça pourrait être, une ancienne friche industrielle, ça pourrait être plein de choses. L'idée simplement, c'est que, la mairie reste propriétaire. Donc c'est pareil, ça vient en termes, de patrimoine de l'État, c'est toujours intéressant de pas forcément tout revendre. Voilà, ça a un intérêt, hein, d'un point de vue comptable déjà, et puis, de s'assurer que derrière, le bien ne soit pas détruit ou soit pas transformé. Parce que bien sûr, la municipalité aura, un droit de regard sur les travaux qui sont à l'intérieur, sur une éventuelle démolition et cetera, mais jusqu'à une certaine limite. Il peut y avoir, et j'ai un exemple très concret en tête, un ensemble de logements qui, ont fini par être détruits par le repreneur, contre l'avis de la mairie, mais simplement, bah, ce repreneur avait des appuis plus puissants, on va dire, à un échelon supérieur, qui ont fait que la mairie a dû, accepter l'état de fait. Et donc l'idée, c'est de pas en arriver là. Et donc c'est vraiment intéressant pour le repreneur. Moi, j'aime beaucoup, le principe du bail amphithéotique parce que vous allez récupérer des biens vraiment vraiment d'exception. Et moi, j'aime bien ça, j'aime le patrimoine, j'aime les biens d'exception et l'idée de pas devoir forcément tout acheter, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Par contre, en termes de financement, c'est compliqué aussi parce que ça veut dire que comme vous possédez rien, la banque va pas aimer. La banque va pas aimer parce que vous avez pas d'assets tangibles. Si maintenant, votre société d'exploitation fait faillite, la banque a rien à saisir puisque vous n'êtes pas propriétaire du bien. Donc il va falloir financer énormément sur fonds propres. Donc là, il y a aussi un deal à trouver. Il y a peut-être un phasage de travaux à faire, d'avoir une partie d'abord qui va générer du rendement. Et ce rendement-là, il peut y avoir par exemple un engagement à ce que pendant X années, je sais pas, 70-80% du rendement soit injecté pour faire les tranches de travaux supplémentaires. Alors évidemment, ça vous étale le projet dans le temps, mais c'est une manière de faire les choses. Et donc, ça va être quelque chose d'intéressant. Dans la limite, cependant, à ce que l'envie, l'exigence même, j'ai envie de dire, de la collectivité en termes de future exploitation du bien soit cohérente avec des intérêts économiques. Je m'explique. Plein d'exemples. Une collectivité avait récupéré, suite à une succession sans héritier, un ancien hôtel, inhabité, inexploité depuis 30 ans. Donc je vous dis pas les travaux à faire dedans. Enfin, c'était habité, mais par des pigeons. Euh, et puis toutes sortes de squatteurs, etc. Bon, c'était dans un état pitoyable. Bref, c'est pas grave. Euh, et l'objectif de la mairie, c'était de dire, bah, nous, on n'a pas tellement envie de le vendre parce que de toute façon, c'est invendable en fait comme bien dans l'état où c'est. Alors c'est grand, il y avait un jardin, c'était un bâtiment intéressant, etc. Mais ouais, c'est compliqué à vendre ça à un tarif correct. Bah, à la limite, on va faire un bail amphithéotique. Et on va être sur c'était du 30 ans, celui-là. Et en contrepartie, nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit réexploité en hôtel. Donc là, on se dit, bah, c'est logique, c'était un hôtel, ça reste un hôtel. Donc en termes de transformation, bon, ok, il faut tout remettre aux normes, il faut tout remettre en état. Mais fondamentalement, le bâtiment était prévu pour ça. Sauf que, dans les demandes de la mairie, il y avait le fait de consacrer cet hôtel à des publics, on va dire, qui n'ont pas des pouvoirs d'achat très importants. Donc dit autrement, il fallait que ce soit une espèce de 2 étoiles plus ou 3 étoiles moins. Je suis désolé, mais aujourd'hui, dans un monde où il y a tellement de locations, Airbnb, etc., des hôtels de ce type-là, bas de gamme, il n'y a plus personne qui va dedans. Ou alors c'est vraiment l'hôtel de bord d'autoroute, euh, où on va vraiment parce qu'on n'a pas le choix, ou pour du travailleur parce que l'employeur ne veut pas payer, ou etc. Voilà. Et la personne qui n'a pas tellement de sous, souvent, elle va même pas dedans. Elle va plutôt prendre des options de camping, ou de mobil-home, ou de loger chez l'habitant, ou de. Enfin, il y a plein de manières. Donc la chambre d'hôtel à 70-80 euros, aujourd'hui, il n'y a pas un marché qui est considérable. Et en plus, du coup, bah, voilà, donc c'est un dossier que j'ai analysé, hein. Et en discutant avec la municipalité, ils m'ont dit oui, mais c'est pas grave, vous avez qu'à exploiter que la moitié d'abord. Vous rénovez 30 chambres, donc il y a 60 chambres, hein, 60 clés. Vous rénovez 60 clés, enfin 30 clés, et vous ferez les autres plus tard. Comme je vous disais, phasage de travaux. Je dis, ouais, mais 30 clés, du coup, à l'endroit où c'est, alors ce sera peut-être rempli, on n'en sait rien. Bon, aujourd'hui, comme ça fait plus de 30 ans qu'il n'est pas exploité, on n'a pas de visibilité parce que c'était quand même en secteur rural, hein. Alors, il y avait 2-3 hotspots touristiques autour, ok, d'accord. Mais par contre, est-ce que les gens auront vraiment envie d'aller là? J'en sais rien. Et puis derrière, du coup, avec 30 clés, c'est pas rentable en termes de personnel parce que vous êtes sur un hôtel. Donc il va y avoir. Il y a des effets de seuil. C'est-à-dire que par rapport à toute la charge de personnel qui est nécessaire sur un hôtel de 30 clés,
C'est rarement viable. Ou alors il faut que vous soyez sur des prix de chambre qui soient intéressants, qui soient beaucoup plus élevés pour aller viser du clientèle plus haut de gamme, quitte à ce que les travaux coûtent plus cher. C'est pas la question. Mais bref, l'équation économique n'y était pas, et donc discussion de sourds. Parce qu'ils voulaient du coup rester là-dessus, et donc je dis bah moi je veux bien, enfin moi et mes collègues, pourquoi pas, ça peut nous intéresser, mais par contre, laissez-nous faire le type d'hôtellerie qu'on a envie dedans. Et la mairie a dit non. Donc du coup, bah, on n'y est pas allé. Un autre cas, pareil en secteur rural, une friche industrielle. Donc là, le projet de la mairie, il y avait, il y avait deux choses dans cette friche. Il y avait une partie qui pouvait être démolie parce qu'elle était sans intérêt. Et donc l'idée, c'était de construire un village senior. On y revient tout le temps, hein. On y revient tout le temps, hein. Ces sujets de village senior, logement senior, etc. Bon, résidence senior, valide, hein, on ne parle pas de quelque chose de médicalisé. Bref, la commune voulait faire ça parce que bah, y a plein de seniors dans sa commune, ils n'ont pas d'endroit pour se mettre. Et l'idée, c'est de faire un petit un lotissement avec de mémoire, il y avait 25 logements à peu près qui étaient de la petite maison de plein pied. Donc très bien. Et la municipalité avait financé plein d'études déjà pour préparer le dossier. Donc ça, c'est très bien aussi parce que souvent, les municipalités vont faire ce début de travail, d'analyse d'opportunités, comment est-ce qu'on pourrait le transformer, qu'est-ce qui serait bien, pas bien, etc. Donc il y a celles qui le font de manière intelligente, c'est-à-dire si dans la commune vous avez parmi les élus des chefs d'entreprise ou des gens qui ont des notions de commerce, bah c'est bien, parce que du coup ils auront un regard critique qui sera intéressant sur le projet. Par contre, vous avez des communes aussi où il n'y a absolument aucun profil comme ça. Et là, c'était le cas. Donc, du coup, ils s'étaient fait plaisir. Ils avaient été à mort dans le développement durable. Donc, de mémoire, il y avait sur le petit village, là, le petit lotissement de 25 habitations, il y en avait pour quasiment 2 millions d'euros d'infrastructures d'énergie renouvelable. Il fallait mettre des panneaux solaires partout, il fallait mettre chaudière biomasse, etc. Alors que ça servait à rien parce qu'il y avait 25 logements, on aurait pu les chauffer à l'électrique, c'était des tout petits logements avec pas des grandes hauteurs sous plafond, c'était très bien isolé, c'était neuf et tout. Aucun intérêt, quoi. Ou de la pompe à chaleur, j'en sais rien, mais le côté, on veut que ce soit autonome en énergie, hein. Ouais, mais non, quoi. Enfin, c'est économiquement pas viable. Et après, à côté, il y avait une partie de friche qu'ils voulaient conserver, parce qu'ils nommaient ça une friche romantique. Et donc aujourd'hui, elle était utilisée parfois pour des spectacles et des choses comme ça. Et donc l'idée, c'était de continuer à avoir ça. Alors on peut imaginer qu'une commune a envie d'avoir des espaces culturels accessibles, gratuitement ou quasiment gratuitement, etc. C'est très bien. Mais du coup, c'est son rôle de service public. Et demander à un opérateur privé d'acheter un ensemble, de construire quelque chose qui est économiquement pas viable en termes de travaux, et puis relativement mordicus dessus, c'est-à-dire quand on leur explique que bon, on veut bien le faire, mais par contre pas avec tous ces trucs de développement durable, on va juste le faire en un peu traditionnel, classique, on va faire les choses bien, mais on va pas mettre une surcouche de travaux de 2 millions d'euros, quoi. C'est ridicule, qui servent à rien, parce qu'en plus, voilà. Et qu'à côté de ça, il y a une partie de la zone qu'on peut même pas exploiter. Enfin, pire, il faudra faire des travaux de mise en sécurité, ERP, donc établissement recevant du public, sécurité incendie, évacuation, etc., dans cette espèce de friche donc, qui tombe en ruine, pour pouvoir accueillir des spectacles gratuits. Bah, c'est pas le rôle d'un opérateur privé de faire ça. Et donc là, on a quelques exemples assez intéressants parce que on se rend compte que voilà, il faut faire attention, faut avoir le bon match. Et signer un bail amphithéotique avec une collectivité, c'est comme un mariage. C'est-à-dire que, un, il faut rien se cacher aucun secret au point de départ. Il faut être très clair sur ce qu'on a envie comme stratégie de vie. Et après, il faut que les choses ne varient pas toutes les 5 minutes. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre à ce que tout d'un coup, la stratégie c'était ça, changement de municipalité, la stratégie elle diverge. Donc en fait, ce qui est écrit comme méthode d'exploitation, c'est celle-là. Et il y a un engagement moral, j'ai envie de dire, sur la durée, à ce que même s'il y a un changement de personnes au niveau de la municipalité, il y a une constance dans l'accompagnement du projet. Et à ce moment-là, ça peut être gagnant-gagnant parce que l'idée, c'est que globalement, vous allez payer des travaux que la collectivité n'a pas envie de payer ou n'a pas les moyens. Vous allez exploiter un lieu exceptionnel et donc lui donner vie et lui donner de la pérennité. Vous allez généralement reverser soit un loyer, mais qui est très modique, soit un pourcentage du chiffre d'affaires. Souvent, c'est 5% brut. Donc ça veut dire que ça ne va pas changer l'équation économique de la commune. Mais c'est toujours un revenu à la place d'une charge. Donc c'est toujours intéressant. Il y a des bâtiments comme ça, il faut bien avoir en tête que
maintenir un bâtiment en état hors d'eau, hors d'air, et un tout petit peu les espaces verts, etc., le gardiennage et tout. Moi, j'ai des exemples en tête de bâtiments qui coûtent 20, 30, 40, 50, 60 000 euros par an à la collectivité, juste pour le maintenir dans l'état d'abandon dans lequel il est, et éviter qu'il se dégrade. Donc si tout d'un coup, vous avez quelqu'un qui vient, qui fait les travaux nécessaires, qui va l'exploiter, qui va le faire vivre, tout le monde sera content, et en plus, si ça vous rapporte quelques sous au lieu de vous en coûter beaucoup, ben, tout le monde y trouve son intérêt. Et donc moi j'aime beaucoup ça parce que je vous disais, j'aime beaucoup le patrimoine et donc je cherche hein, ce genre de choses-là. Donc vous avez plusieurs manières de les trouver. La manière standard, c'est ce qu'on appelle les appels à manifestation d'intérêt, c'est-à-dire la collectivité qui va dire bah, moi je cherche quelqu'un d'intéressé pour reprendre ça. Ça peut être un camping aussi. Hein. Les campings fonctionnent presque tous comme ça. C'est-à-dire que souvent le foncier et les infrastructures, au moins celles en dur, appartiennent à la collectivité. Par contre, tout ce qui est au-dessus, tout ce qui est mobile, et Et tout ce qui est l'exploitation est donné à quelqu'un, donc c'est une entreprise privée qui va simplement s'en occuper. Et je trouve ça bien, je trouve ça beaucoup mieux que d'avoir des agents municipaux qui s'occupent d'un camping. C'est pas leur métier, ça sert. Moi, je suis pas forcément pour qu'il y ait des fonctionnaires qui aient une activité commerciale, euh, potentiellement d'ailleurs avec des conditions de marché qui sont pas fair play par rapport à leurs concurrents autour. Pour moi, ça n'a aucun sens. Pour moi, le métier et le fonctionnaire doit rester dans des missions régaliennes, dans des missions qui sont de missions de service public et pas dans des missions commerciales. Et, euh, et donc, du coup, bah, c'est quelque chose qui est intéressant. Et puis, bien sûr, après, derrière, souvent, quand on commence, on peut être valorisé par la commune et ça permet de déverrouiller d'autres projets. Donc, les difficultés qu'il y a là derrière, c'est de trouver les biens. Donc, les appels à manifestation d'intérêt, je disais, ils sont rares. Donc, c'est des appels d'offres hein, en plus. Donc, du coup, vous allez vous battre contre une quantité invraisemblable de candidats qui sont potentiellement beaucoup plus gros et beaucoup plus argentés que vous. Donc ça va être compliqué. Donc la meilleure chose à faire, c'est d'essayer de les détecter. Donc là, vous avez deux manières. Soit vous avez un chasseur immobilier, c'est mon cas, qui va aller chercher pour vous. J'expliquerai ce métier un peu plus tard. Soit bah, quand vous vous baladez dans les communes, vous voyez bien les bâtiments publics qui sont abandonnés. Et en fait, vous allez simplement prendre contact avec la municipalité, avec l'urbanisme, avec le maire, et lui dire, bah, écoutez, j'ai vu ce bâtiment-là, vous avez un projet pour ce bâtiment, ou vous en faites quoi, il se passera quelque chose. Et si on vous dit, bah écoutez, pour l'instant on ne sait pas trop, bon voilà, c'est pas notre métier, on n'a pas les sous, etc. Bah dire, bah écoutez, est-ce que vous seriez potentiellement intéressé à justement, soit à me le céder, bon on ne sait jamais, hein, soit si vous voulez pas le céder, moi je suis ouvert potentiellement à un bail amphithéotique. Et c'est quelque chose que je trouve extrêmement smart comme type de deal. Et ça vous permet de démarrer avec beaucoup moins d'apports parce que bah, si vous achetez pas le foncier, déjà, c'est plus simple. Alors oui, bien sûr, il vous appartient pas. Donc en termes de constitution de patrimoine, c'est pas extraordinaire. Par contre, en termes d'exploitation, il peut être extraordinaire. Parce que si vous avez la possibilité d'exploiter par exemple un château sans devoir décaisser l'argent de l'achat, après c'est vous qui faites la différence en termes d'exploitation. C'est votre talent à vous pour transformer ce bien en quelque chose de rentable. Très clairement, vous êtes responsable sur toute la ligne et vous assumez toute la ligne. Et juste un point, vous restez dans ce qui avait été prévu au point de départ. Donc pour illustrer un cas concret, hein, j'ai un ami qui se retrouve aujourd'hui à exploiter un domaine de vacances d'une quarantaine de logements en dur avec piscine et restaurant, en ayant décaissé une très très faible somme d'argent au point de départ pour simplement un petit peu réadapter la communication. Par contre, le lieu était en parfait état, il avait été restauré par la commune et simplement, ben, elle cherchait un exploitant capable de le reprendre. Historiquement, ça appartenait à un grand acteur national des domaines de vacances qui avait souhaité se séparer de ce lieu et donc il restait vacant. Et pour la commune, bah, c'était dommage parce que ça faisait aussi de la source de revenus touristiques pour ce lieu bien sûr, mais aussi tout autour pour les commerçants. Et donc ils ont cherché comme ça quelqu'un pour reprendre le bien. Il n'y a pas eu de vraie manifestation d'intérêt, enfin publique, qui a été publié. Par contre, ils ont eu la capacité de récupérer ce logement et donc pour eux, c'est vraiment exceptionnel. Alors, c'est devenu son métier, hein, cet ami, son cousin, son frère, etc. Donc, ils sont plusieurs maintenant parce que exploiter un domaine comme ça demande des ressources humaines et ils ont fait le choix d'en faire leur métier derrière. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel parce que s'ils avaient dû, ils sont assez jeunes en plus, hein, ils ont moins de 30 ans, hein. Donc, s'ils avaient dû euh, investir
dans l'achat ou dans la rénovation complète ou dans la promotion, même la construction de ce bien-là, ça aurait été totalement impossible. Donc maintenant, ils ont un outil de travail extraordinaire entre leurs mains, à eux de le valoriser comme il le faut.